Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, voilà, qu'on fait tous les soirs du lundi au jeudi, une émission qu'on a réussi à obtenir après des mois de combat, non je rigole, ils nous ont accueillis les bras ouverts, sur Sud Radio, cette radio qui est novatrice, cette radio qui est culottée, cette radio qui est unique, Sud Radio, voilà, ce soir on parle à tout le monde, voilà, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai, c'est un peu le symbole de la radio, hein. Comment on dit, c'est la phrase fétiche de la radio. Le slogan. Et alors on parle tellement vrai que Sud Radio c'est les seuls qui ont dit ok, on invite des influenceurs tous les soirs. Au moins ils diront des vraies choses parce que les influenceurs ils parlent très vite. Mais les influenceurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont un talent, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. C'est qu'ils savent vous parler, qu'ils savent se faire comprendre. Et du coup on s'est dit pourquoi pas les faire débattre eux avec les gens qui ont un petit peu plus de mal à se faire entendre par la population française, parce que code de langage, voilà, on a un peu plus de mal à, on va dire, à fédérer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en rupture politique, et je parle bien des politiques, les députés, les ministres. On a eu qui ? On a eu des députés, des ministres, des maires, des sénateurs. Des sénateurs, oh là là, ma vie, les sénateurs. C'est ta passion, les sénateurs. Et bientôt, bien sûr, le président de la République, je vous l'annonce en direct, officiel. Non, et un ministre aussi. Et on a eu des ministres quand même aussi, et on aura encore des ministres sur cette magnifique antenne. Et il nous manque les maires. Non, on a eu des maires aussi. Ah, tu vois, c'est un piège pour savoir si tu savais. Eh oui, on a eu des maires. On a eu des maires. Comment ça va, Magali ? Eh écoute, je vais bien. On a surtout Mathias Rainer tous les soirs, qui est un peu le monsieur tout le monde des réseaux sociaux. Voilà, c'est celui qui vous lit. C'est un peu votre collègue, votre copain. Je fais des petites blagues parfois. Grâce à lui, vous êtes à l'antenne avec nous, quoi. Grâce à lui, il vous donne la parole. Ouais. Et c'est magnifique, Magali. Oui. Tu sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ouais. Alors, petite musique. Ah là là. C'est ton anniversaire. Et tu sais, ça fait maintenant 7 ans que je te connais. Ouais. Donc, moi, les cadeaux. Mais attends, d'abord, j'ai quel âge ? Tu as 34 ans. Merci. Voilà. 34 ans plus 10 ans. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai 34 ans plus 10 ans. Et tu sais, maintenant, ça fait 7 ans qu'on se connaît, là. Voilà, ça passe vite. Je crois que ça fait 10 ans, Mathias, tu te trompes. 10 ans déjà ? Je crois, ouais. Ah, c'est possible. T'étais un petit minot, t'avais des boutons encore partout sur le visage et tout. Ouais, toi, t'avais pas de poitrine, t'avais pas de chirurgie. Non, après, je suis passée par la case chirurgie. Bon, alors, j'ai une petite surprise pour toi, Magali. Parce que tu vois, tout le monde te fait des cadeaux. Ouais. Mais moi, je te connais, je sais c'est quoi les meilleurs cadeaux. C'est quoi ? J'ai un premier cadeau. Celui-là. Oh, ma chérie, je te souhaite un bon anniversaire. C'est vraiment lourd. Bisous. Je suis très fier de toi, de ce que tu as entrepris, de ta persévérance. Donc ça, c'est la maman de Magali. Mais j'ai le meilleur cadeau. Un deuxième. Coucou maman, j'espère que ça va. Juste bon anniversaire. C'est trop lourd. Jusqu'à 120 ans si Dieu veut, que des bonnes choses. On est très fiers de toi et on t'aime très fort. Et on t'aime très fort et tu nous manques beaucoup. Que Dieu te protège et on t'aime beaucoup. Alors Bisous. ça c'était Victoria et Chélie, tes deux filles. Donc Chélie était trop timide pour parler parce que quand j'ai dit c'est pour la radio, elle m'a dit non Mathias, tu sais moi j'aime pas me montrer, j'aime pas ma voix. Je précise pourquoi je blanche parce que mes filles me manquent, je les vois pas tous les jours. Et donc je leur ai demandé, j'ai dit les filles est-ce que ça vous dit de faire un petit message ? Elles m'ont dit oui tout de suite. De la France, ouais. Et donc voilà, ta maman et tes filles, elles te souhaitent un bon anniversaire. Vous êtes très très lourd. Et puis Shona, évidemment, elle te le souhaite, elle te l'a déjà dit ce matin, Shona, etc. Moi, donc c'était deux petits cadeaux, voilà. Ah, c'est les meilleurs ou pas ? Qui a réussi à avoir mes filles au téléphone ? C'est très rare. C'est moi. Ce matin, c'est toi. Je te jure, ce matin, j'ai fait un groupe Snapchat avec elles et j'ai dit les filles, est-ce que vous pouvez ? Elles m'ont dit mais avec grand plaisir, on te le fait. Et ta mère, alors je t'explique ta mère. Alors faut expliquer la mère de Magali. Elle m'a appelé 18 fois, elle m'a fait 18 fois le vocal, elle m'a dit Mathias, est-ce que c'est bon ? Et c'est quoi la station radio ? Je dis Sud Radio 99.9 ou alors sur YouTube. Parce qu'on est en live sur YouTube et sur Instagram aussi. Et elle m'a dit, ok, elle m'a appelé 18 fois pour me dire, est-ce que la voix c'est bon ? Est-ce que je suis pas trop vieille ? Je dis, mais Patricia, la vérité, la voix, on peut pas la changer. Hein. Donc voilà. Ah là là, bon anniversaire Magali. Merci, ça c'est un beau cadeau. Voilà. Ça c'est un vrai cadeau. C'est mes filles. Non, j'ai du mal maintenant à reprendre l'antenne, les amis. Vous mettez mes filles au téléphone. Non mais voilà, elles savent pourquoi. Je les aime d'amour, elles me manquent trop. Bref, ce soir on débat. Voilà. Bon, alors je vais reprendre le truc si tu veux. Ça va aller ? Alors, ce soir, on débat avec monsieur Yann Boucard et monsieur Mehdi Fensi. Donc, la France est-elle en train de se préparer à la guerre ? Donc, après, désolé, hein, on parle de ça, mais Donc, on a deux personnes qui débattent en face. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais je vais te le dire tout de suite. Mehdi, tu es créateur de contenu qui ne laisse personne indifférent. Avec ton franc-parler, ton humour et ton énergie, tu as su créer un univers qui te ressemble vraiment.
Est-ce que jusque-là, ça te plaît? Jusque-là, ça va. Ok. T'as posté des vidéos, tu mélanges divertissement, réflexion et parfois provocation, ce qui crée le débat et fait réagir. Et en face de toi, tu as monsieur Yann Boucard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes député LR. LR, c'est Éric Ciotti, c'est ça? Pas du tout. C'est Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Et il est où, Éric Ciotti? C'est normal, normalement c'est moi qui présente. Il est allié avec le Rassemblement National. Ah oui, pardon, UDR, pardon, je suis désolé. Il a quitté les LR, c'est ça? Il y a 1 an et demi, ouais. Voilà, désolé, j'apprends moi la politique pour les nuls. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Cette émission, c'est fait pour réconcilier les gens qui n'y comprennent rien, tels que Mathias Reiner, par exemple, qui est là, qui représente un peu pas mal de gens. Les nuls de la politique. Voilà, et on parle vraiment sans filtre, sans tabou, on pose des questions très simples. En fait, c'est carrément pas les codes des journalistes, parce qu'on n'est pas du tout journaliste d'ailleurs, de ce qui se passe aujourd'hui sur les chaînes d'infos ou politiques. Donc ce soir, on reçoit Mehdi Fancy. Alors Mehdi, je te présente, tu es créateur de contenu. Tu ne laisses personne indifférent avec ton franc-parler, ton humour, ton énergie. Tu as su créer un univers qui te ressemble vraiment. À poster tes vidéos, tu mélanges divertissement, réflexion et parfois provocation même, ce qui crée le débat et qui fait réagir. Tu es suivi par combien de personnes sur tes réseaux sociaux? Alors je suis suivi par 200 000 personnes donc, sur TikTok. Non, que sur TikTok. Sur TikTok et aux alentours des 63 64 000 sur Instagram. Et sinon, je cumule aux alentours de 120 millions de vues depuis 2 ans et demi maintenant. C'est très beau. Et comment tu choisis les vidéos que tu postes, les sujets que tu postes sur tes vidéos? Alors honnêtement, je les choisis pas forcément. J'y vais vraiment au feeling parce que j'essaie de donner la parole à tout le monde. Tu fais beaucoup de micro-trottoirs, toi, hein? Alors je fais beaucoup de micro-trottoirs. Je fais exclusivement des micro-trottoirs. Et c'est vrai que j'essaie de donner vraiment la parole à tout le monde et pour pouvoir aborder différents sujets. Donc c'est plus axé LGBT. Mais sinon après on peut parler aussi de politique parce que j'avais écrit aussi un petit format à un moment donné. C'était de quelle orientation politique es-tu? Et où les gens répondaient sans gueule de bois, quoi. Langue de bois. Gueule de bois, c'est après. Langue de bois. Et du coup, voilà, et c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation et merci Magali. Avec plaisir. Parce que je trouve que c'est important. La politique, ça parle à tout le monde. Ça me parle aussi à moi parce qu'on n'est pas que des influenceurs, on fait partie aussi de la société française. Et vous avez une vraie place aujourd'hui dans la société parce que vous parlez justement à tous ces jeunes, à tous ces gens qui des fois préfèrent vous regarder vous comme divertissement ou comme tu dis tu fais tes micro-trottoirs qui sont des fois des sujets de société, mais des fois les gens ont tendance plus à regarder par exemple tes micro-trottoirs parce qu'ils sont plus simples à comprendre, parce qu'ils sont plus rapides aussi, que c'est des petites vidéos, plutôt que de regarder carrément des reportages à la télé, etc. Donc vous avez une place essentielle. Et donc toi tu as sorti aussi une chanson. Oui. Au titre Yel, c'est ça? C'est ça. On écoute. On l'appelle il ou elle. Elle est beau, il est belle. Dis-moi de quoi tu te mêles. Et je passe avec elle. On l'appelle il ou elle. Elle est beau, il est belle. Alors quel message tu veux faire passer avec cette chanson? Eh bien alors, figure-toi, c'est fou parce que il y avait Emmanuel Macron à un moment donné qui avait dit non à l'écriture inclusive, etc. Et donc du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une musique justement qui parle de l'écriture inclusive et du coup l'intitulé du titre s'appelle Yel et donc c'est quoi l'écriture inclusive? C'est ça, c'est l'écriture inclusive si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est par exemple je ne suis pas Yel, hein, mais je sais que c'est un peu compliqué pour les gens pour pouvoir comprendre, mais c'est par exemple, je sais pas, si on mélange beau et belle, ça fait bello. D'accord. Voilà. Ok, c'est un mélange après, des je peux comprendre. avec les deux genres, c'est ça? Exactement. Après, je peux comprendre que c'est hyper compliqué. Moi, le premier, c'est hyper difficile. Et puis, voilà, je pense pas que ce soit le moment de mettre l'écriture inclusive. Comment? Yel, pour toi, c'est un mélange de il et elle, c'est ça? C'est ça. Mais exactement. Pourquoi tu as fait cette chanson? Eh ben, j'ai fait cette chanson justement. Alors, donc. Pour ça, pour les gens qui sont non-binaires, parce que c'est des personnes qui sont rejetées de la société, d'après ce que j'ai compris, hein, par rapport à Emmanuel Macron, ce qu'il nous avait dit à un moment donné, et aussi, même s'il rejetait l'écriture, il ne rejetait pas les individus, je préfère le préciser, et aussi pour dire que tout le monde a le droit de vivre comme il est. On peut être il, on peut être elle, on peut être elle et il et elle, c'est ça? Voilà, c'est donc ça. on est Yel, quoi. T'as tout compris. Ok, très bien, c'est très clair. Alors reste avec nous sur Sud Radio.
On revient tout de suite pour un débat sur le service militaire. La France est-elle en train de se préparer pour la guerre? Et on reçoit ce soir Mehdi Fancy, influenceur et chanteur, qui débat avec Yann Boucard, député LR du territoire de Belfort, qu'on va recevoir juste après cette petite pause. Et on va le présenter. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14. Ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour ce débat, encore une fois, instructif, constructif. La France est, alors j'espère que non, par contre, sur la réponse, est-elle en train de se préparer pour la guerre? On voit beaucoup de sujets en ce moment sur le service militaire, etc., etc. On reçoit pour ce débat Mehdi Fancy, influenceur, chanteur, qui va débattre avec Yann Boucard, député LR du territoire de Belfort. Alors... Yann Boucard, vous êtes un député LR, originaire du territoire de Belfort. Vous vous impliquez particulièrement sur les questions liées à la sécurité, à la justice et à la défense des valeurs républicaines. Jusque-là, ça va ? Tout va bien. Ok. Votre parcours politique est marqué par une volonté de proximité avec le terrain, avec une attention aux problématiques locales, et vous avez un engagement affirmé pour l'autorité de l'État. Parfait, rien à rajouter. J'adore. Merci Winnie. Alors, vous avez 35 ans. 37 maintenant. À 37 ouais. Bah, vous faites comme moi, vous vieillissez. Voilà. Vous êtes né quelle date, vous? Le 5 mai 88. Ah, 5 mai, ça va. Ah, vous êtes... Oh, il est plus jeune que moi, mon Dieu. Ah oui. Et ouais, un an de plus. Mais avant, quand j'étais plus jeune, je me disais les députés, c'était un peu les yeux, tu vois, c'était un peu... voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, c'était... Et on a reçu le plus jeune là, député au final, ici. Maintenant, je me retrouve moi plus vieille que les députés. Et en plus, ils sont de plus en plus jeunes, les députés. Mais plus vieille que la radio aussi. Si, je crois. En plus, je crois que t'as raison. Elle a combien d'années, la radio, Sud Radio? Max, il va nous dire le réalisateur de l'émission. La radio est née en 1958. Ah oui, on n'est pas loin, J'ai le temps. Elle est à peine le même âge que ma mère. Ça aurait pu être ma mère, voilà. Ok, non, mais c'est vrai, les députés sont de plus en plus jeunes. Moi, j'ai appris avec cette émission que tout le monde pouvait devenir député. Alors, bien sûr, avec un engagement hyper poussé, mais ce qui est ouf avec le métier, parce que moi, j'appelle ça quand même un métier de député, c'est qu'en vrai, la porte est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent un petit peu se motiver, un petit peu se bouger, etc., on n'a pas forcément de parcours demandé au niveau scolaire, il n'y a pas de diplôme exigé, etc. Tu le savais ça, toi? Non, honnêtement, non. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce que souvent dans la tête des gens, on se dit député, c'est quelqu'un, les députés. Enfin, oui, c'est les diplômes, voilà, l'ENA. C'est au-dessus, tu vois. Et du coup, on a tendance à avoir cette petite différence de classe, on va dire. Et en fait, moi, j'ai appris que pas du tout, que tout le monde pouvait devenir député en fonction de l'engagement et de la motivation, bien sûr. C'est une vocation, merci. Donc, vous avez 35 ans, et vous avez 37, pardon, et vous avez déjà 7 ans de mandat de député, c'est ça? Ouais, j'ai été élu en 2017 à 29 ans. Ouais. Oh là là. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique si jeune? Vous faisiez quoi avant? À la base, j'étais commercial dans la grande distribution. Et après, c'est un peu le hasard. En fait, moi, je suis toujours éducateur sportif. Je suis entraîneur de foot à côté. Et mon prédécesseur, qui est depuis maire de Belfort, cherchait des jeunes impliqués dans la vie associative pour sa liste aux élections municipales, donc Daniel Meslo, qui est l'ancien député du territoire. Il m'a proposé d'être sur sa liste en 2008 déjà. J'avais 20 ans, on a perdu. En 2014, on a gagné. Je suis devenu adjoint au maire, vice-président de l'agglomération. Et en 2017, je lui ai succédé du coup à l'Assemblée nationale. D'accord. Et il y a quelques jours, vous avez dit que Emmanuel Macron a rendu la France ingouvernable après 10 ans d'improvisation et de décisions hasardeuses. Alors, c'est des propos qui sont quand même très durs. Pour vous, c'est le seul fautif, Emmanuel Macron, de ce qui se passe actuellement en France? Non, c'est pas le seul fautif, et je dirais que globalement, on est tous fautifs, la classe politique. Après, la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la situation d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a décidé de dissoudre l'Assemblée en juin 2024 parce qu'il n'était pas content du score de son équipe, on va dire, aux élections européennes, et qui a plongé le pays dans la situation dans laquelle il est. Puis en plus, on voit bien qu'il s'occupe plus de grand-chose. Il est plus souvent en France, il est très souvent à l'étranger, mais dès qu'il peut mettre une petite pièce dans la machine pour que ça redéraille, il le fait. Donc ouais, je pense qu'il est grandement responsable. Et vous rejetez catégoriquement l'idée d'une union des droites, malgré les sondages qui montrent un large soutien des électeurs LR à ce rapprochement. Pourquoi ?
Parce que moi, je suis pas d'accord avec le Rassemblement national, je suis pas d'accord avec Éric Ciotti que vous avez cité tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que, effectivement, électoralement, ça serait hyper rentable. Vous savez, moi, je viens d'un territoire aussi. Demain, je prends une ticket du Rassemblement national, je serai élu au premier tour. Hein. Alors que là, je serai sans doute plus. Pourquoi élu au premier tour? Parce que vous pensez que le RN aujourd'hui est largement devant tous? Parce que les 5 circonscriptions qui touchent la mienne sont Rassemblement national. Je suis le seul à ne pas l'être aujourd'hui. Et parce que je viens de l'Est de la France, donc on voit bien que le RN, avec Bardella, avec Le Pen, ça monte. Donc effectivement, si c'était un choix de carrière, il faudrait faire ce choix-là. Après, moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas mes idées, c'est pas mes convictions. Et je pense que l'image mauvaise qu'on a de la politique, notamment vous, dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est aussi à force de ces gens qui retournent leur veste, qui changent de camp en permanence. C'est ce que dit Éric Ciotti justement sur le parti LR, en disant qu'ils ont retourné leur veste entre guillemets quand il s'est disputé. On se souvient tous de ces images pendant les élections présidentielles à la fenêtre avec comment elle s'appelle, Valérie Pécresse, que j'adore aussi. Moi, je les adore tous. Donc moi, je suis fan des personnages politiques. Moi, je trouve que c'est des vrais persos et ils méritent tous d'être connus en tout cas. On veut surtout tous les inviter. C'est pour ça qu'on dit ça. Non, mais j'ai interviewé Valérie Pécresse. J'ai passé une journée avec elle, c'était top. Et du coup, lui, il dit qu'en gros, quand vous avez refusé cette alliance entre guillemets avec le RN, donc la droite, c'est vous qui avez retourné votre veste. Vous lui dites quoi, Éric Ciotti? Je lui dis que j'aime beaucoup Éric, mais qui se fout un peu de la gueule du monde. Il était président de notre famille politique. On a fait une visio avec lui le lundi midi où il nous dit jamais je n'irai avec Madame Le Pen. Le lendemain, il annonce l'inverse au JT de 13h de TF1. Moi, je veux bien qu'on. C'est un ex toxique. Oh, je sais pas. Je veux bien qu'on essaie de maquiller ses fautes, mais quand même, enfin, on n'accuse pas les autres de ce qu'on a fait soi-même. C'est lui qui était président d'une famille politique et qui l'a trahi pour rejoindre le camp d'en face. Alors après, si c'est ses valeurs, si c'est ses convictions, très bien. Moi, j'ai pas de jugement de valeur à apporter et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Du coup, il n'a pas rejoint le RN, Éric Ciotti. Il a ouvert son propre parti. Excusez-moi, sur les affiches des candidats du RN, il y avait Monsieur Ciotti et Madame Le Pen. Si c'est pas rejoindre le RN, qu'est-ce que c'est? Vous êtes aujourd'hui animatrice sur Sud Radio. Si demain vous prenez en photo devant le logo d'Europe 1, peut-être que votre patron va trouver ça un peu excessif comme comportement. Moi, il m'en verra, non. Moi, je suis fidèle à Patrick Roger, moi. Donc non, franchement, là, Éric Ciotti, là-dessus, il est pas très honnête. Et Jordan Bardella, il est très haut dans les sondages. Est-ce que ça vous inquiète? Non, mais ça va pas m'inquiéter. Moi, les gens votent ce qu'ils veulent. S'il arrive à convaincre, tant mieux pour lui. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il propose. Parce qu'aujourd'hui, Jordan Bardella est très bon sur la communication, il faut le reconnaître. Et puis là, en plus, franchement, Jordan Bardella, il pourrait être en face de moi. Parce que vous invitez des influenceurs. Jordan Bardella, c'est le premier influenceur de France. Il est tous les jours sur les réseaux sociaux. Il fait des millions de vues sans jamais déclarer une idée. On sait qu'il adore les dragibus. On sait qu'il aime les ours en guimauve. Après, on sait pas ce qu'il veut faire sur la situation d'emploi. On sait pas ce qu'il veut faire sur la situation internationale. Je sais pas, c'est dangereux. Mais en tout cas, c'est bien que les gens sachent pourquoi ils votent. Mais ça, c'est aussi la faute des autres partis politiques de pas savoir communiquer auprès des jeunes. Mais qu'on ait aujourd'hui des jeunes qui expliquent qu'ils votent Bardella parce qu'ils le trouvent sympa. Oui, c'est dramatique. Parce que c'est pas un programme politique d'être sympa. Et pour vous, est-ce que le pire aujourd'hui parti politique, c'est LFI ou RN? C'est lequel des deux le pire pour vous? Aujourd'hui, dans le comportement tel qu'il est à l'Assemblée, clairement, c'est LFI. Là-dessus, il y a pas. Moi, le RN, je le combats et je le combattrai jusqu'au bout. Nous, on les a reçus ici en plateau. Ils sont très bien tenus. Ouais, vous voyez bien ce qu'ils font, ce qu'ils font à l'Assemblée. Vous voyez bien aussi quelles sont leurs propositions. Moi, quand vous avez des responsables politiques qui expliquent que la police tue, qui expliquent que les policiers sont dangereux pour les citoyens français, moi, ça me pose un vrai sujet. Quand on n'est même pas capable en tant qu'élu de défendre celles et ceux qui se lèvent le matin et qui prennent des risques pour assurer notre sécurité, moi, ça me pose un vrai sujet. Alors, ce soir, on va se poser la question, la France est-elle en train de se préparer à la guerre? On entend beaucoup de discours, on va dire, en ce moment, sur le service militaire, etc. Quel sens faut-il donner à la décision du gouvernement de restaurer un service militaire volontaire annoncé ces jours-ci, puisque je rappelle que donc il a été annoncé que on pouvait maintenant se représenter au service militaire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce une simple mesure de défense civile ou le signe d'une préparation à un conflit plus large, Yann Boucard? Ça veut dire qu'il faut se préparer. Après, est-ce qu'on doit se préparer? Oui, parce qu'on voit bien que la situation internationale, elle a évolué. On voit bien que d'abord la guerre est revenue en Europe, ce qui n'était pas le cas depuis des décennies. Enfin, quand on dit décennies, c'est un peu faux parce qu'il y a historiquement les guerres en Yougoslavie, etc. C'est l'Europe. Mais on voit bien qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment, on a une situation qui se dégrade et qui rend les choses plus compliquées, qui fait que plus on sera prêt, moins on aura à y aller. Après, je veux pas aller non plus dans le sens de ceux qui voudraient faire peur à tout prix, parce que la réalité, c'est que quand on vous explique que Poutine nous attaquerait dans les quelques années à venir,
Rien ne le laisse penser. D'abord, lui, il a jamais dit. Puis ensuite, la France, c'est pas l'Ukraine. On a quand même quelque chose qui est majeur par rapport aux autres pays, c'est qu'on a l'arme nucléaire et c'est quand même un outil de dissuasion qui fait que les pays qui pourraient être attaqués, la France n'est pas la première cible comme certains voudraient le faire croire sur certains médias, sur certaines chaînes de télévision. Alors ils disent, c'est même pas le SMIC, les 900 € ou 1000 € promis pour le service militaire volontaire. Ça veut dire qu'en fait, si aujourd'hui un jeune veut aller au service militaire, il toucherait entre 900 et 1000 € par mois, c'est ça ? Ouais, mais après la question, elle doit pas être celle-là. La question, c'est aussi de se dire qu'on doit avoir une armée professionnelle, et ça c'est très bien. Il faut pas non plus être un bisounours, c'est-à-dire on veut pas la guerre, donc on veut pas d'armée. Hein. Enfin, les pays qui n'ont pas d'armée sont les premiers qui sont envahir, évidemment. On est comme dans une situation comme ça. Et de se dire que si certains jeunes qui notamment n'arrivent pas à trouver leur voie, certains jeunes qui n'ont pas envie de poursuivre des études pour poursuivre des études dans certaines facs, on les met forcément, etc. Pour avoir une bourse, parce qu'on en connaît tous dans nos entourages qui font ces choix-là parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire, mais que certains sont intéressés par les métiers de la défense. Et veulent pourquoi pas faire un service militaire, savoir qu'ils le font et qu'ils sont rémunérés, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et toi t'en penses quoi, Mehdi ? Déjà pour le volontariat, je pense que l'armée a toujours été dans le volontariat. Voilà, donc ça c'est pas enfin c'est pas une surprise. Non, c'est pas que du volontariat l'armée. Voilà, on le sait tous. Après moi, ce qui me dérange, c'est que avant ça n'était pas. Maintenant, il a raison, c'est que du volontariat. Oui, maintenant. Voilà. Mais avant, enfin, à l'époque de Jacques Chirac, c'est ça. C'était avant Jacques Chirac. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, enfin, ça a toujours été après Jacques Chirac, ça a toujours été dans le volontariat. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi on a besoin de faire autant de bruit pour recruter, alors que finalement ça a toujours été dans le volontariat. Donc j'arrive pas trop à comprendre. Et puis même en termes de budget, ça voudrait dire qu'il y ait encore plus de personnes, donc il faudrait encore plus de logements, encore plus, il y aura peut-être, je sais pas, vous visez, enfin je crois qu'Emmanuel Macron vise aux alentours des 50 000 personnes, c'est ça, par an, c'est ça. Donc vous allez sortir l'argent d'où ? Parce que déjà qu'il y a des problèmes dans les écoles, il y a des problèmes dans les hôpitaux, il y a des problèmes dans la rue. Vous qui gérez aussi la sécurité elle est aussi sur le terrain. Moi, je suis beaucoup sur le terrain. Je suis issu du Mirail, je pense que vous devez connaître à Toulouse, qui est d'une banlieue, et ça a toujours été des situations compliquées. Pour moi et pour les autres. Donc pourquoi s'occuper de l'armée maintenant, alors que déjà on pouvait le faire bien longtemps avant. Et donc j'en conclus que c'est pour faire peur. Toi, c'est un message qu'il faut. Alors du coup, est-ce que pour toi, ça veut dire préparez-vous, il risque d'y avoir une guerre dans pas longtemps? C'est ça le message qui est en train de se passer? Tu penses que en toi, tout cas, c'est ce que la France pense. Inutile de communiquer, peut-être? C'est ça que tu penses que c'est inutile de communiquer plus, que s'ils communiquent aujourd'hui autour de ça, c'est qu'ils sont en train de nous préparer psychologiquement à une possible guerre? Ah ben oui, enfin en tout cas tout le monde pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on va bientôt rentrer en guerre. Donc du coup après est-ce qu'il le dirait parce que du coup ça fait peur à la population, donc du coup je trouverais ça un peu gros. Je rappelle les propos de Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, affirmant que la France doit accepter de perdre ses enfants en cas de guerre. Est-ce que c'est une alerte réaliste ou un discours de dissuasion? On revient tout de suite après cette petite pause pour avoir la réponse de notre cher député Yann Boucard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct pour un débat qui commence à être très sympathique. La France est-elle en train de se préparer pour la guerre? Alors moi je préfère vous dire, s'il y a la guerre, je me casse. Non, je rigole. Ah bah là, on est foutu, hein. Je rigole. Non mais il y a beaucoup de Français qui le disent par contre. Moi s'il y a la guerre, je me casse aussi. Hein. Non, il faut être solidaire, il faut être citoyen, il faut être, je sais pas comment on dit. Mathias, tu pars ou tu restes toi s'il y a la guerre? Moi je t'explique, j'ai prévu un départ aux Maldives en 2026. Donc je suis désolé Emmanuel Macron, mais je serai plus là frérot. Ah mais tu sais que ça fait peur. Tu serais pas volontaire toi? Bah involontaire. Involontaire. Mais dis, t'es volontaire ou involontaire pour l'armée toi? Ça prend du temps déjà pour déjà psychologiquement apprendre à manier les armes. Enfin c'est quand même quelque chose de lourd. Donc là on me dit oui l'année prochaine il faut que tu fasses l'armée. Bah non, je suis pas assez formé pour ça. Tu partirais ou tu partirais pas? Je pense que je resterai parce que c'est mon pays quand même. Donc non, mais si aujourd'hui on t'appelle, on te dit voilà Mehdi, il faut que tu partes là de chez toi demain matin, tu vas dans les camps t'entraîner, tu vas apprendre à te battre, pendant 6 mois tu rentres plus chez toi et après on sait pas ce qui peut arriver, bah au moins tu seras là pour nous défendre. Alors écoute, qu'est-ce que tu fais? On verra.
Je pourrais même pas te répondre. Non, ça veut dire il part pas. Non, et vous, monsieur le député, si demain on vous appelle, vous partez ou pas? La question n'est pas celle-là. En réalité, la question qu'on doit se poser tout à l'heure, c'est d'éviter ce genre de situation. La premièrement, c'est d'avoir une armée de métier. Moi, j'en connais un qui a peur. Une armée. Non, mais en fait, si vous voulez, j'irai, mais on verra, parce qu'en réalité, là, on est tous en train de se dire ça. Vous savez, c'est la chanson de Goldman d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que j'aurais fait pendant la Seconde Guerre mondiale? En réalité, on n'en sait rien. Et si demain les Russes ils attaquent, vous savez pas ce que vous allez faire. Ça se trouve, vous irez pas aux Maldives, et ça se trouve, vous resterez là pour défendre. Vaut mieux pour la France. Ça se trouve, vous resterez là pour défendre votre pays, pour défendre votre famille. Je suis sûr que Lamberda restera avec nous aussi pour notamment porter la bonne parole sur les ondes de Sud Radio. Mais la question, pour revenir sérieusement, c'est d'abord d'avoir une armée professionnelle, une armée de métier qui permette de défendre, qui permette aussi, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la dissuasion. Et via le service militaire volontaire, c'est d'avoir aussi des gens formés au cas où. Parce qu'on le voit bien, notamment quand l'Ukraine a été attaquée, les premiers qui étaient formés, ils ont su se défendre, etc. Puis après, quand vous allez chercher des gens, ou quand des gens en fait se retrouvent face à l'envahisseur ou face à un militaire qui est formé et que vous n'êtes pas formé, Mehdi a raison de le dire. Si demain il se retrouve face à un militaire russe, ça sert à rien qu'il y soit. Moi non plus d'ailleurs. On n'est pas formé, on ne sait pas servir d'une arme avec un couteau suisse face à un mec qui a une Kalachnikov, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir cet état d'esprit-là. Et moi, je pense qu'on n'est pas si en danger qu'on nous le dit. Par contre, je pense qu'il faut quand même aussi qu'on se prépare au fait que on n'est plus dans les années 50, on n'est plus dans les 30 glorieuses où tout était bien, tout était beau, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas la guerre, etc. Parce que là aujourd'hui la guerre elle est en Ukraine. On voit bien que les pays baltes, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ils se préparent tous les jours, que la Finlande ils se prépare tous les jours parce qu'ils sont à côté de la Russie, et qu'il faut qu'on ait cet état d'esprit quand même de se dire que ça peut arriver un jour, et que si ça doit arriver un jour, il faut qu'on soit prêt. Mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Non, aujourd'hui clairement on l'est pas. D'ailleurs on voit bien, si on était prêt on n'aurait pas ce débat. Si on était prêt, on n'aurait pas ce débat. On a un chef d'état-major des armées qui a fait une déclaration qui, à mon avis, est malheureuse, parce qu'en plus, il utilise un vocabulaire militaire. Lui, quand il dit faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants, pour lui, c'est les militaires, c'est les soldats, etc. Mais évidemment que j'imagine qu'en tant que mère de famille, vous l'entendez différemment, et c'est bien normal. Donc sans doute qu'il ne s'est pas exprimé de la bonne façon. Mais on voit bien que dès qu'on a le semblant d'un petit débat, on a l'impression déjà que Macron veut nous envoyer à la guerre. Je ne pense pas que ce soit le sens de la chose. Et selon la revue nationale stratégique de 2025, la menace d'un conflit majeur en Europe d'ici 2030 est jugée très sérieuse. Donc est-ce que cela change-t-il notre perception de la sécurité nationale et du rôle de la France au sein de l'OTAN ? Mais ça le doit, parce que je parlais tout à l'heure de l'Estonie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça touche la Russie. Et l'Estonie, c'est dans l'Union européenne. Donc concrètement, aujourd'hui, l'Ukraine, c'était pas dans l'Union européenne, donc on pouvait se dire, c'est pas totalement chez nous. Si demain l'Estonie est attaquée, d'abord, c'est un membre de l'OTAN, donc dont on est censé assurer la sécurité avec les États-Unis, avec la Turquie notamment. Et en plus, c'est un membre de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si on laisse envahir un membre de l'Union européenne, on sait que l'Union européenne, elle ressemble à rien, elle sert à rien, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces déclarations en ce moment du président de la République, de Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, c'est pas plutôt fait parce que ça fait parler, on va pas se mentir, on en parle d'ailleurs ce soir, parce que ça fait parler, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est pas fait justement pour que ça fasse tellement parler, pour dissuader un petit peu certains pays de se calmer là et de dire attention, on n'a pas peur, on est prêt à mettre tout le monde à l'armée si besoin ? Est-ce que c'est pas fait aussi pour dissuader, vous pensez ? C'est possible. En tout cas, il faut montrer que quoi qu'il arrive, on n'a pas peur. Enfin, on est la France, on n'est pas. C'était tout à l'heure des tout petits pays où ils sont 3 ou 4 millions. Nous, on est comme 65 millions. Je l'ai dit, on a l'arme nucléaire. Et c'est pour ça aussi que moi je crois pas une seconde à ce que la Russie en réalité nous envahisse, parce que Poutine il est pas débile. Puis qu'est-ce qu'il viendrait foutre en France ? Déjà en plus et puis bon, le chemin, il y a quelques pays à traverser avant quand même. Voilà, donc moi je pense qu'il faut pas avoir peur pour avoir peur, mais il faut montrer aussi qu'on a une vraie armée, qu'on a des armes, qu'on a une des armées les plus performantes au monde et qu'on n'a pas de raison de se faire marcher dessus. Il y a une question sur les réseaux, c'est une question bête, disait Rachida. Il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. Et à quoi sert l'arme nucléaire ? À quel moment on la déclenche ? Mais le but de l'arme nucléaire, c'est de jamais la déclencher. L'arme nucléaire, c'est fait pour faire peur. Et d'ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucun pays ne l'a déclenché. Alors, il y a eu des tests, etc., mais personne ne l'a déclenché. Parce qu'aucun pays qui a l'arme nucléaire n'a jamais été attaqué. Parce que les Russes, on va avoir, ou n'importe quel pays d'ailleurs, vous allez voir des porte-avions, vous allez voir tout ce que vous voulez à partir. Ouais, exactement, c'est la dissuasion. D'ailleurs, on appelle ça la dissuasion nucléaire. À partir où vous avez l'arme nucléaire, il faut bien se rendre compte des dégâts que ça peut faire, quoi. Donc en réalité, le fait de l'avoir, et c'est pour ça aussi qu'il y a un vieux débat chez nous, c'est de savoir est-ce qu'on la partage avec les autres pays européens. Parce que nous, on l'a, les Anglais l'ont, les autres pays européens l'ont pas. Et moi, je pense qu'on a surtout pas intérêt à la partager. C'est l'arme de la France. Si les autres veulent s'équiper autrement c'est leur problème. Nous, on a fait ce choix-là avec le général de Gaulle il y a plus de 40 ans maintenant. D'avoir l'arme nucléaire. Combien de pays en Europe ont l'arme nucléaire ? Parce que d'ici, ils l'ont pas tous, c'est ça ? Ah non, bien sûr que non, il y a très peu de pays qui ont l'arme nucléaire. Pas beaucoup. Il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a la Russie. Et les autres, non ? À ma connaissance, non. Ah ouais. Mais ça, on savait pas non plus. Et après, dans le monde, vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, si je dis pas de bêtises, vous avez Israël, il y a évidemment les États-Unis, puis on a quasiment fait le tour. D'accord. Ah oui, donc on est quand même à l'abri. Ça veut dire on est safe.
Bon, je peux aller aux Maldives. Ouais. Non, mais c'est la bonne nouvelle du soir. Est-ce que vous pensez aussi que on est quand même dans un climat aujourd'hui politique qui est compliqué, hein, depuis justement, comme vous l'aviez dit, les dissolutions, les remaniements à répétition, les premiers ministres puis premiers ministres qui repartent et qui reviennent. On ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'arriver et de dire, on va relancer le service militaire, on est prêt à perdre nos enfants, etc., à communiquer sur tout ça, est-ce que c'est pour vous un bon moyen de dire aux Français on est là, on va remettre de l'ordre dans le pays, vous inquiétez pas, ou est-ce que c'est encore une bourde pour faire peur encore aux Français avec tout ce qui se passe, alors qu'ils sont déjà un peu paumés là en ce moment avec ce qui se passe politiquement parlant? Franchement, je sais même pas, mais le problème c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron comprenne un truc, c'est qu'en réalité quand il dit quelque chose on n'entend plus. Et moi je suis comme tous les Français, d'abord je le supporte plus, j'entends plus ce qu'il dit, et quand il dit quelque chose, une fois sur deux je comprends l'inverse. Parce qu'il nous a tellement vaccinés depuis 7 ans à dire tout et son contraire, à lancer parfois, vous avez raison, des polémiques pour atterrir de l'autre côté, qu'on sait plus où on va. Et en réalité, ce qu'il a dit lui, en tout cas ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, si c'était pas ce président de la République là, je suis sûr qu'on n'aurait pas un dixième de la polémique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mehdi ? De toute manière, Emmanuel Macron, plus personne ne le croit. Donc à partir de ce moment-là, c'est que il a beau dire plein de choses, plus personne ne le croit. Donc on sait même plus qui croire, qui ne pas croire. Plus personne ne croit en la politique. En vrai, on va pas se mentir. En France, maintenant, tout est tendu. On est dans une ambiance tendue. On est oppressé. Quand on regarde la télévision, c'est l'angoisse, oui. Ouais, c'est l'angoisse. En vrai. Donc, en vrai, on sait même plus à qui faire confiance, pour qui voter, puisqu'en fait, on a l'impression que ce soit de droite ou de gauche, c'est l'enfer total. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant à l'heure d'aujourd'hui en France ? Pour qui on doit voter, qui on doit croire, qui on ne doit pas croire, qui on doit écouter. C'est difficile, je trouve, maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Bon, moi, j'ai 32 ans, donc voilà. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont 18 ans, qui commencent la nouvelle génération, qui n'ont jamais finalement, qui ne regardent plus la télévision, qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, où il y a des montages qui sont coupés à foison. Donc maintenant, comment ça se passe pour que les gens puissent croire enfin en la politique? J'ai l'impression que maintenant c'est devenu plus possible, c'est devenu impossible. Et maintenant en plus on nous annonce que le pays sera sûrement, peut-être, en tout cas on nous fait croire que la France va être en guerre. Ah non, mais là, ça y est, c'est terminé. Enfin, à un moment donné, les gens craquent. Non seulement c'est l'inflation, les gens n'arrivent plus à vivre, n'arrivent plus à survivre, ils n'arrivent plus à se nourrir, ils n'arrivent plus à se loger. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Yann Boucard? Alors, vous êtes député LR du territoire de Belfort, mais vous siégez à l'Assemblée nationale en tant que député. Donc, vous assistez à tous ces discours dans l'hémicycle et ces études de propositions de loi, toutes ces questions aux ministres. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à ces émissions. Parce que je ne savais même pas ce que c'était à la base l'hémicycle. Ouais, c'est vrai. Non, mais je le dis, je l'assume et je l'ai appris et je suis très fière. Mais qu'est-ce que vous pensez de discours comme ça, de jeunes aujourd'hui? Parce que son discours à Mehdi, il y en a beaucoup des discours comme ça. Et pardon, je vais te couper aussi, c'est juste que aussi, ça ne donne plus envie de voter. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voter blanc pendant des années, pendant de longues votes présidentiels. Et donc du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, il y a une partie de la population, du coup, vu qu'ils ne se sentent plus concernés par la politique, ne sont plus concernés aussi par la France, et donc du coup ne voteront plus. Et donc du coup peut-être que du coup le Front National, en tout cas le Rassemblement National. Alors du coup, Mehdi. Alors du coup, monsieur le député, on lâche tout là. On lâche tout. Au bout de sa vie, on lâche tout, on vide son sac. Il va repartir le député avec une charge de travail. Bon les gars, faut que je fasse voter tout le monde. Il va monter à la faut l'autre il part pas au Maldives pour aller à la guerre. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Mercredi. On est mercredi, donc il y a l'assemblée là encore ce soir ou pas? Non, pas c'est ce mardi, soir. mercredi, non, c'est. Ça dépend des semaines, parce que la semaine prochaine on reprend le budget, donc ça va être du lundi au vendredi, mais là c'est une semaine dite de débat. Sinon on serait rentré à l'assemblée, il aurait dit je suis tombé sur des fous. Non, mais du coup c'est une question un peu vaste qui m'est posée. La première des choses, je pense qu'il faut pas être excessivement négatif non plus. Faut pas tomber dans le pessimisme permanent. Enfin, on est quand même en France, quoi. Effectivement, il y a des choses qui vont pas. Effectivement, aujourd'hui, il y a une crise politique institutionnelle. Évidemment, il y a l'inflation. Mais d'abord, si vous la comparez au reste de l'Europe, l'inflation, c'est pas, en France, ça va globalement plutôt bien. Évidemment, on a des problèmes dans notre système de santé, mais on a quand même toujours l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. On vous explique qu'on peut pas se soigner en France, c'est une vaste bêtise de dire ça.
parce qu'on vous prend souvent le modèle américain, on fait croire qu'aux États-Unis ça serait mieux, par exemple. Si vous êtes pauvre aux États-Unis, si vous avez un cancer, on vous laisse mourir sur le trottoir, on vous soigne pas. En France, si vous avez un cancer, vous arrivez dans n'importe quel hôpital parisien, peut-être que vous allez attendre 1 heure de trop que ce que vous espériez aux urgences, d'accord. On va vous soigner, ça va être gratuit. Il faut aussi rappeler toutes ces choses-là, je pense aux jeunes générations. Il faut aussi leur expliquer tout ce qui va bien en France. On est ici sur une émission de radio. La radio, elle est financée par l'État pour permettre la liberté d'expression. Alors que je crois pouvoir dire que Sud Radio n'est pas vraiment dans la lignée de ce que voudrait Emmanuel Macron. Ça n'empêche pas qu'ici on est sur un espace de liberté et qu'on est dans une vraie démocratie. On vous explique que la France c'est pas une démocratie. Enfin, on fait quand même fermer. Alors nous on n'est pas, je crois qu'on n'est pas financé par l'État, nous. Non mais vous avez l'autorisation d'être là déjà. Oui, d'accord, mais en soi il y a quand même des chaînes de télé qui ont été fermées. Ouais, mais alors, si je me permets, j'étais contre la fermeture de C8 et de Énergie 12. D'abord Énergie 12, vu ce qu'ils diffusaient, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit pour des problématiques de liberté d'expression. C'est qu'en réalité ils ont été victimes de C8 et la réalité c'est que les chaînes de télé c'est un peu différent, c'est que l'État leur donne quand même un canal de diffusion gratuite, ce qui n'est pas le cas de Sud Radio. Aujourd'hui, si vous êtes diffusé sur les ondes, c'est parce que votre propriétaire y paye pour être diffusé sur les ondes, et vous, avec votre travail, vous faites rentrer de la publicité, ce qui finance, etc. Nos salaires, oui. etc. Donc on n'est quand même pas dans une dictature, par exemple. Et je pense que toutes ces choses-là, il faut aussi quand même le rappeler, parce que oui, la France a beaucoup de défauts. D'accord, il y a plein de choses qui devraient être améliorées dans notre pays, mais c'est pas non plus le pire pays du monde, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais justement, alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais dans les constats qu'on dresse en permanence, non, mais vous avez raison. J'ai l'impression qu'on explique les jeunes, on n'est pas en Afghanistan, quoi. Vous avez raison, mais cependant, est-ce que justement, alors le problème vient pas de la communication des politiques dans les médias qui communiquent que sur des trucs négatifs? Et aujourd'hui, les Français, ils sont. Par contre, on peut pas enlever qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont un peu étouffés par l'ambiance qui règne actuellement, enfin qu'il y a actuellement dans le pays, pour plein de choses, dans toutes les communautés, que ce soit dans la communauté musulmane, il y a du racisme à gogo. Dans la communauté juive, c'est de l'antisémitisme à gogo. On dirait que c'est pumpé up de partout. Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, vous avez raison dans ce que vous dites, mais alors il faudrait revoir justement pour donner plus de messages positifs aux gens, parce que là les gens ils sont au bout, quoi. Mais il y a deux choses. D'abord, il y a quand même des vraies problématiques qu'on n'a pas su régler, et le problème c'est qu'on ne sait pas les régler depuis des années. Donc les gens ont l'impression du coup que la France est un peu en dégringolade, on va dire, parce qu'effectivement il y a des choses qui étaient mieux avant, il faut le reconnaître, même si c'est pas le cas surtout. Il y a des problématiques qu'on doit traiter, notamment sur la sécurité. Aujourd'hui on a une sécurité qui est pas satisfaisante en France. Alors dans certaines rues. Monsieur parlait tout à l'heure du quartier du Mirail à Toulouse. J'imagine que si j'étais une jeune fille de 19 ans, je serais pas forcément rassuré de me promener le soir au Mirail. Et dans notre pays, dans un pays comme la France, une jeune fille de 19 ans devrait pouvoir se promener partout, même à Paris, en sécurité. Bien sûr qu'on n'est pas rassuré. Oui, alors on revient juste après ça, restez avec nous. Moi j'ai une question à poser. On parle de service militaire, on parle de remettre en place le service militaire, mais comment aujourd'hui vous voulez convaincre les jeunes d'aller au service militaire alors qu'on voit aussi le respect des gens pour la police, par exemple. La police n'est même pas respectée aujourd'hui. Moi, c'est ce que je pense. Après, on va en débattre. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne idée, justement, de dire aller au service militaire et ça va peut-être recadrer tout le monde? Ou alors, on commencerait peut-être déjà par rappeler les règles de bonne conduite avec la police et nos institutions actuelles avant de les renvoyer sur le cran au-dessus. Bon, bref, à tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France et ce soir on reçoit Mehdi Fancy, influenceur, chanteur, qui fait plein de micro-trottoirs, qui a plus de presque 300 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, qui débat en face de Yann Boucard, qui est député LR du territoire de Belfort, qui a combien d'abonnés, monsieur le député? Aucune idée. Ah. Je vous dis ça en direct. Ah ouais, on veut savoir. Vous avez Instagram quand même? Ouais, j'ai que 3000 abonnés. C'est pas mal, 3000 abonnés quand même. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais oui, c'est un début. Faut vous mettre aux réseaux sociaux. Vous avez TikTok? Ouais, on m'a obligé à le mettre, donc je peux pas vous dire combien j'en ai. Je dois pas avoir beaucoup, plus de 1000. Ouais, alors, à partir de 10 000, vous êtes monétisé. Non, le business partout. Je vais rester après 21h pour qu'on en parle. Les députés, vous avez le droit de travailler à côté de votre. Mais ça, je crois qu'on n'a pas le droit. Vous avez pas le droit d'être rémunéré, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Qu'est-ce qu'il devrait prendre Bardella alors s'il était monétisé? Non, c'est interdit. Qui fait des vues, aussi Mélenchon aussi. Des millions de vues. Ah, mais il n'est pas député. Mais s'il est député européen, Bardella?
Il est député Non, il a pas le européen, droit non plus Bardella. d'être monétisé, Donc ouais. il n'a pas le droit Tous les d'être politiques, monétisé. ils n'ont pas le droit, Tous c'est les ça politiciens, Non, je crois pas. non. Bon bref, alors on revient sur notre sujet. La France, dès qu'on parle d'oseille, on s'évade. Alors, la France est-elle en train de se préparer pour la guerre suite aux annonces là qu'on a eues, voilà, le chef des armées qui dit qu'il faut s'habituer peut-être à sacrifier nos enfants ou à perdre nos enfants, le président qui dit qu'on va remettre le service volontaire. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur le député, que déjà aujourd'hui dans notre pays, est-ce que vous pensez, avant de parler de l'armée, parce que l'armée pour moi c'est un cran au-dessus de la police, je ne sais pas si je me trompe ou pas. C'est différent. C'est comme ça qu'on voit, parce que est-ce que vous pensez que déjà notre police française est suffisamment respectée aujourd'hui en France? Parler français, oui. Contrairement à ce qu'on explique, ceux qui vous expliquent que les gens n'aiment pas la police, quand vous faites des sondages, avec 85% des gens qui aiment la police, qui trouvent qu'elle a une bonne action. Et quand je dis police, c'est la gendarmerie aussi. Après, la réalité, c'est que vous en avez quelques-uns qui leur crachent toujours dessus, qui les attaquent, et ceux-là, ils sont pas suffisamment condamnés. Nous, vous savez, pendant des années, on a essayé de faire passer une loi qui est ce qu'on appelle une peine plancher, donc une peine minimum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous agressez, par exemple, un policier, mais c'est vrai aussi pour une infirmière, c'est vrai pour un instituteur, etc., c'est minimum 1 an de prison. Et il n'y a pas 3 ans de jugement pour se mettre d'accord si est-ce qu'on fait appel, etc. Vous faites ça, c'est 1 an en prison pour faire respecter justement l'uniforme et faire respecter la République, parce que tous ces gens-là, en fait, tous les métiers que je viens de citer, ils représentent notre pays, ils accomplissent des missions en notre nom à tous, on paye des impôts pour les rémunérer, parce qu'ils accomplissent des missions de service public. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mehdi ? Je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que les Français ont peur de la police, les jeunes encore moins. Je ne pense pas que les gens font confiance à la police aussi. Moi, je suis sur le terrain, donc c'est vrai que j'interviewe énormément de gens, et à chaque fois, j'entends des histoires de fous où, par exemple, ils vont porter plainte au commissariat, et du coup, ils se font recaler, ou sinon ça prend trop de temps, et du coup, c'est classé sans suite. Moi-même, le premier, j'ai déjà essayé de porter plainte pour la première fois de ma vie. On m'a renvoyé vers un autre commissariat parce que je pouvais pas porter plainte, donc il fallait que je renvoie dans un autre commissariat. Enfin, c'est la débandade. Enfin, c'est pas possible. Donc non. Enfin, alors je sais pas quels sont vos sondages, mais en tout cas, moi, je suis sur le terrain, et le sondage pour le coup, il est concret. C'est que pour moi, je me permets. Un sondage, c'est quelque chose de sérieux aussi. Si il faut faire un sondage, mais sur le terrain, vous savez, si moi je vais déjà sur le terrain, en fait, c'est facile comme expression. Moi aussi, je suis sur le terrain. Je suis toutes les semaines sur le terrain, dans mon territoire, auprès des gens. Tu nous as piqué le député, là, il est pas content. Non, mais auprès des gens. Non, mais il a raison de le revendiquer, mais il n'y a pas que lui qui est sur le terrain. En fait, je sais pas de le revendiquer. Je dis juste ce que les gens pensent et ce qu'ils ont, parce que, enfin, on le voit bien de toute manière que les gens n'ont plus confiance à la police. Ils se font aussi, enfin, malheureusement, la police se fait aussi maltraiter par des jeunes, que ce soit des jeunes de banlieue, que ce soit des jeunes, voilà, de partout. Donc, en plus, on en entend de plus en plus des histoires des policiers, soit ils se font tuer, soit ils se font pendant les manifestations. Voilà, je peux comprendre qu'il y en a qui sont. Est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui entre la police et les gens? Non, moi je pense qu'il y a une rupture entre la police et une partie de la population, mais je suis pas du tout d'accord avec le constat qui vient d'être fait. Est-ce que pour toi, ça serait bien du coup, parce que il disait, monsieur le député, que si aujourd'hui quelqu'un vient agresser une personne donc institutionnelle en uniforme, il devrait y avoir un minimum d'1 an de prison ferme directe. Mais pour essayer de rappeler en fait cet ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il n'y a plus d'ordre en France? Ils ne respectent plus les gens, les institutions? Alors moi déjà, je ne me sens plus du tout en sécurité en France, que ce soit à Paris, encore moins à Toulouse. Mais déjà, moi à Paris, je me sens absolument plus du tout en sécurité. Donc déjà, c'est un problème. Parce que quand on vit dans un pays, normalement, le but, c'est de se sentir en sécurité. Voilà. Et de deux, oui, je pense que les personnes... Alors, bien évidemment, qu'il peut y avoir des bavures policières. On en a beaucoup parlé en ce moment dans la télévision pendant des années, etc. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'on devrait être ferme avec... on devrait être ferme, en fait, tout simplement. Si une personne embête un policier, il doit être jugé. Voilà. Et vice-versa. Et condamné. Et condamné. Tu peux être jugé. Oui, jugé et condamné. Ouais, voilà, les deux. Mais et vice-versa, après, voilà. Mais non, je pense que les gens n'ont plus du tout confiance, que ce soit la police ou policiers, malheureusement. Et ça m'attriste de le dire. Hein. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur le député, qu'on va peut-être... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer aujourd'hui à retourner sur un service militaire obligatoire ? Non, d'abord on n'en a pas les moyens financiers, ça c'est la première chose. Et ensuite il y a quelque chose, les militaires n'en veulent absolument pas.
le service militaire obligatoire, c'était quelque chose pour faire, on appelle ça, faire société, faire en sorte que tout le monde se rencontre, etc., etc. Mais ça prenait énormément de temps aux militaires et ça formait surtout pas une armée de métier dont on a besoin aujourd'hui. Puis accessoirement, le service militaire, il a été démantelé, ça a été rappelé tout à l'heure par Jacques Chirac en 1997. C'est-à-dire que les installations qu'on avait, on les a plus, il faudrait tout reconstruire. Enfin, sincèrement, on n'en a ni les moyens ni le besoin en plus, je pense. D'accord, donc on n'en est pas encore arrivé au stade où il y a un besoin urgent de rappeler des militaires. Mais la question n'est pas là, la question c'est en fait de former des militaires. Non, mais est-ce que vous voulez avoir de la quantité ou est-ce que vous voulez avoir de la qualité? Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de former 20 millions de personnes à savoir manier une arme. Vous avez besoin d'avoir quelques personnes très bien formées. C'est ce qu'on appelle une armée de métier, c'est le choix que la France a fait à la fin des années 90. Et alors si jamais, imaginons, il y a une catastrophe là, dans 2 mois, il se passe un truc, ça part en live, voilà, ça peut partir en live très vite. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des armes à Mathias, à Mehdi, à Magali. Mathias sera aux Maldives, donc ça sert à rien. Alors déjà, je vous dis, pour la France, j'arrive pas à battre pour récupérer mon ex, alors pour la France, ça va être dur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Très clair. Là, aujourd'hui, moi, j'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus. Est-ce qu'il y a assez de militaires aujourd'hui, de métiers? Est-ce qu'il y a assez de militaires professionnels aujourd'hui pour protéger la France? Ben non. Moi, je pense qu'on a assez de militaires de métier. La question, c'est quelle quantité d'armes on a, par contre. On a sans doute une des meilleures armées au monde avec des militaires qui sont très bien formés. Pour le coup, parce qu'on a fait le choix de l'armée de métier, c'est-à-dire qu'on a arrêté de mettre de l'argent pour saupoudrer un peu partout. On a très bien formé les militaires qu'on a aujourd'hui sous le drapeau français. Après, la question, c'est quelles sont les armes disponibles, quelles seront les armes disponibles si demain il y a un conflit. Et ça, j'ai plus de doutes. Est-ce que vous pensez qu'il faut débloquer un budget pour ça? C'est quelque chose en tout cas sur lequel on travaille à l'Assemblée, d'avoir un budget défense qui soit suffisant, parce que ceux qui pourraient éventuellement être nos adversaires, eux se posent pas ce genre de questions en fait. Donc oui, il faut à minima avoir les mêmes armes. Si demain, par exemple, Mehdi se passe un truc catastrophique et pareil, ça part en live, on t'appelle, t'as pas le choix, tu peux pas repartir. Toi, commence pas à parler des Maldives, les aéroports sont fermés. Tu pars sur le front, quoi. Tu te sens capable ou pas? Ou ça te ferait peur? Je me sens capable. Est-ce que je m'en sens très capable? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que déjà, avant toute chose, je pense qu'il faudrait faire des tests psychologiques, déjà, aux gens, pour voir s'ils sont aptes à avoir une arme. Parce que on sait pas ce qui peut se passer avec une arme. Les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. On n'en vient pas là au... Enfin, quoi que... Mais je pense pas que... En fait, je pense que c'est obligatoire. S'il n'y a pas de test à passer. Ça veut dire qu'à partir du moment où la France allait en guerre, t'es obligé. Et je crois que si tu refusais de faire la guerre, je crois que tu partais en prison directement. Alors oui, mais il faut prendre en compte déjà, les gens. Il y en a qui ont vécu, qui ont grandi avec des traumatismes. C'est pas tout le monde qui peut. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. Ah ouais, si t'as un choc émotionnel, je pense qu'en temps de guerre. Je sais pas. Alors, écoute, c'est possible. On va partir sur nos questions flash and cash. On est avec mon petit jingle. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Alors, je vais vous expliquer. Merci. Les questions flash et cash. Alors, les questions flash and cash, moi je le dis à l'américaine, les flash and cash, c'est des questions simples avec des réponses claires, courtes, sans tabou, sans filtre. Ok, vous êtes prêts? Alors, Yann Boucard, pensez-vous que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix pour son rôle important dans la mise en place du cessez-le-feu entre Israël et la Palestine? Non, mais pas loin. Ouais, vous aimez bien Trump? Non, j'aime pas du tout Trump, mais il faut reconnaître que là-bas, il a fait plus que tous ceux qui ont parlé avant lui. Mehdi Fancy, pour ou contre la fermeture, rien à voir, des plateformes Mime et OnlyFans en France? Alors toi, il a fait beaucoup. Non, je suis pas pour que ça ferme. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a fait une émission là-dessus lundi soir d'ailleurs. Non, c'était mardi soir, je crois, qui a été qui a énormément plu, beaucoup de réactions. Ok, ben non, je suis pour que ça reste. Ok, Yann Boucard, on parle de plus en plus de GPA dans le débat public. Est-ce que vous êtes pour ou contre la législation de la GPA éthique? Plutôt contre, mais c'est des débats qu'on doit avoir sereinement sans qu'il y ait des manifestations partout. Et c'est des débats intéressants. Donc spontanément comme ça, plutôt contre, mais c'est des choses sur lesquelles on peut évoluer aussi en discutant. Mehdi Fancy, pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école? Oui. Complètement. T'es pour? Ouais, je suis complètement pour. Je pense que mais justement, ça crée moins de discrimination. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Tout le monde à la même échelle. Avec ta cravate et ton petit costard là. Ouais, et comme ça tout le monde est beau. Ok. Tout le temps. Alors, je vous laisse le mot de la fin, monsieur le député. Si on vous dit aujourd'hui, la France est-elle en train de se préparer pour la guerre? Votre réponse c'est? Je l'espère pas, et en tout cas, il faut qu'on se prépare à faire suffisamment peur à nos adversaires pour qu'on n'ait pas à entrer en guerre. Ah, donc faut leur faire peur, quoi. Ah ouais, bien sûr, mais c'est bien sûr.
Et il y a un gâteau qui ne rentre pas en gaiement sur le gâteau. Il y a le mari de Magali, Stéphane Teboul, qui apporte le gâteau. Alors il n'y a pas assez de bougies, donc ils t'en ont mis 6. Je vous montre ce qu'ils m'ont fait. Un magnifique gâteau. Et c'est lui qui l'a fait. Bisous, oh là là. Stéphane Teboul, le mari de Magali Berda. Il y a ta mère qui m'a appelé 40 fois pendant l'émission, tu lui expliqueras que j'ai pas pu répondre. Et je suis sûr que Stéphane, il l'a fait lui-même, ce gâteau. Un magnifique gâteau. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. On fait un vœu, si on peut éviter la guerre, amen. Ah voilà, bravo. Voilà. Bravo, magnifique. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Je veux manger maintenant du coup. Vous entendrez le député, le pauvre, il est tombé dans une émission. Au moins un bout de gâteau pour lui. Il était au courant que vous êtes prévenu. Ok. Merci à tous les deux. Merci Mehdi Fancy. Je te souhaite plein de bonnes choses sur les réseaux. Continue à faire tes micro-trottoirs. C'est important. Et ton combat. Merci Yann Boucard, député LR du territoire de Belfort. Merci d'être venu. Merci d'avoir débattu à notre niveau. Voilà, nous on veut être juste accessible à tout le monde, sans aucune prétention. On se retrouve demain soir et tout de suite vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'accordéoniste et compositeur français, moi il me fait rêver tous les soirs Jacques Pessis, Richard Galliano. Très belle soirée avec Jacques Pessis et à demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h.